Imaginons un instant, vous rentrez tranquillement chez vous en voiture lorsque soudain, votre GPS se fige. Votre téléphone affiche pourtant un signal parfait, mais il lui faut un temps interminable pour passer un simple appel. Parfois même, la communication se coupe sans raison, vous obligeant à recomposer. Vous mettez cela sur le compte de votre opérateur. Plus tard, lors d'une soirée, une lumière clignote un instant. Pas d'inquiétude, aucun fantôme ne vous poursuit, enfin, espérons-le. En réalité, il est plus probable que le Soleil traverse une phase d'agitation. Un immense trou, large d'environ 800 000 km, s'est ouvert dans son atmosphère et envoie désormais des flux étranges directement vers la Terre. Mais que signifie réellement l'expression trou dans le Soleil ? Lorsque nous l'observons bien protégé derrière des lunettes spéciales, il nous paraît stable et lumineux. Pourtant, de près, c'est un chaos total. Sa surface bout sous l'effet de tempêtes magnétiques, tandis que des volutes de plasma se tordent, se rompent et se reforment sans cesse. Parfois, la couche externe, appelée la couronne, devient instable. Comme récemment, lorsqu'une vaste portion de l'atmosphère solaire a soudainement changé de configuration. Les scientifiques nomment cela un trou coronal, mais il ne faut pas s'imaginer de crevasse ni de cratère. C'est plutôt une ouverture dans la couche externe du Soleil. Cette étoile est parcourue de forces invisibles, comparables à des lignes de tension sous sa surface. Dans la plupart des cas, ces lignes se referment sur elles-mêmes. Cependant, à certains endroits précis, ces lignes s'étendent vers l'espace, formant de véritables corridors ouverts. C'est alors que tout s'accélère. Des particules sont propulsées à des vitesses vertigineuses, créant ce qu'on appelle le vent solaire. Ce vent traverse l'espace à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure, atteignant la Terre en seulement quelques jours. La zone du Soleil d'où provient ce vent apparaît plus sombre et plus froide que le reste de sa surface, d'où son nom de trou coronal. Or, l'actuel est gigantesque. On pourrait y aligner près de 62 terres côte à côte. Il s'étend sur une immense portion de l'hémisphère sud du Soleil et se trouve directement orienté vers notre planète. Mais qu'est-ce que le Soleil nous envoie exactement, et que se passe-t-il lorsque cela nous atteint ? Le vent solaire n'est pas juste rapide, il transporte d'innombrables particules chargées électriquement que le Soleil expulse lorsqu'il s'agite. Lorsque ce flux entre en collision avec le champ magnétique terrestre, l'effet est comparable à une pierre jetée dans un étang calme. Il déforme le bouclier magnétique de la Terre, le faisant gonfler comme un ballon que l'on pousse, donnant ainsi naissance à ces splendides aurores. Parfois, cependant, le Soleil va encore plus loin. Au lieu d'un flux constant, il projette d'un seul coup un immense nuage de matière solaire. On appelle cela une éjection de masse coronale, ou EMC. Ce phénomène peut perturber le GPS et brouiller les signaux, notamment à cause de l'ionosphère, une couche chargée située très haut dans l'atmosphère, qui aide les ondes radio à se propager. Lorsque cette couche est déstabilisée, les signaux se mettent à rebondir de façon anormale ou disparaissent complètement. Fin mai 2025, la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique classée G3, donc considérée comme forte. Elle provenait d'un puissant flux de vent solaire issu d'un trou coronal et a provoqué des aurores visibles jusque dans le sud de l'Iowa et de l'Oregon. Les autorités avaient averti d'éventuelles perturbations du GPS et des communications radio à ondes courtes, mais aucun incident majeur n'a finalement été signalé. Quelques jours plus tard, la situation s'est aggravée. Les 1er et 2 juin, une nouvelle tempête a éclaté, cette fois classée G4. Un niveau considéré comme sévère, juste en dessous de la catégorie la plus extrême. Les cieux se sont illuminés de couleurs spectaculaires. Des habitants de tout le nord des États-Unis, et même aussi loin au sud que la Californie et le Nouveau-Mexique, ont observé d'impressionnantes draperies lumineuses, vertes et roses traverser la nuit. Un tel spectacle n'est habituellement visible qu'aux abords des cercles arctiques ou antarctiques. Très bien. Il semble désormais clair que les fantômes n'y sont pour rien. Mais ce n'était pas qu'un simple spectacle lumineux, bien que les astronautes de la Station spatiale internationale aient immortalisé des images saisissantes. Les compagnies aériennes ont été averties de ce rayonnement inhabituel et ont pu modifier certains itinéraires par précaution. Les opérateurs de satellites surveillaient les dérives potentielles des signaux, tandis que les communications en haute fréquence, utilisées par navires, avions et radios amateurs, ont pu connaître de brèves perturbations. Puis un autre phénomène est survenu. Quelques semaines plus tard, à la mi-juin, la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique de classe G2. Moins intense que l'événement G4 précédent,
Elle représentait un risque réduit de perturbation et offrait une nouvelle occasion d'immortaliser des ciels illuminés. Ensuite, pour compliquer encore les choses, le Soleil a enchaîné avec deux puissantes éruptions, les 17 et 19 juin. Ces éruptions constituent un type distinct de sursaut d'énergie, mais produisent des effets similaires. La surface solaire, en perpétuel mouvement, entraîne ces champs magnétiques, les étirant et les entremêlant. Finalement, ces lignes magnétiques se tendent à tel point qu'elles finissent par se rompre, déclenchant une éruption solaire. Si une éjection de masse coronale correspond au Soleil projetant de la matière, une éruption solaire s'apparente plutôt à l'activation soudaine d'un interrupteur. Sauf qu'ici, la lumière est constituée de radiations traversant l'espace à la vitesse, de la lumière. Ces éruptions frappent rapidement, parfois en quelques minutes, et peuvent causer des problèmes sans même transporter de particules. Ainsi, tandis que les éjections de masse coronale ressemblent à d'immenses nuages d'énergie mettant 1 à 2 jours pour atteindre la Terre, les éruptions solaires sont des éclairs qui frappent avant qu'on les voit venir. À la mi-juin, 2 ont touché notre planète successivement. La seconde, plus intense, a brièvement interrompu les communications radio dans plusieurs régions des États-Unis. Pourquoi tout cela se produit-il précisément maintenant? Ce phénomène n'a rien d'aléatoire. Le Soleil suit un cycle bien défini et traverse différentes phases, comparables à des humeurs changeantes. Environ tous les 11 ans, il devient nettement plus agité. Davantage d'éruptions, de taches et d'anomalies. Les scientifiques appellent cette période de forte activité le maximum solaire, et nous y sommes actuellement. En ce moment, nous sommes engagés dans le cycle solaire 25, dont le point culminant est attendu entre maintenant et début 2026. Durant cette phase, l'activité du Soleil s'intensifie progressivement. Tout indique que ce n'est que le début. Et les prochains mois devraient apporter des tempêtes encore plus marquées. Faut-il alors s'en inquiéter? Pas vraiment. Du moins pas au point de se précipiter dans des bunkers. Les tempêtes solaires ne présentent aucun danger direct pour votre santé. Elles ne peuvent ni vous brûler à travers un toit, ni vous cuire pendant votre sommeil. À moins qu'une magnifique aurore ne soit annoncée, vous ne remarquerez probablement même pas leur passage. La véritable inquiétude concerne les systèmes qui œuvrent discrètement en arrière-plan. Satellites, réseaux de navigation et infrastructures électriques. Lorsque le champ magnétique terrestre est perturbé, des courants électriques peuvent se former dans le sol. Et ces flux, loin de rester enfouis, peuvent se frayer un chemin jusque dans les lignes à haute tension. Si ces courants deviennent suffisamment forts, ils peuvent surcharger les transformateurs, endommager des infrastructures entières et provoquer des coupures massives. C'est ce qui s'est produit au Québec en 1989, lorsqu'une tempête solaire a plongé la province entière dans le noir en à peine 90 secondes. C'est pour cette raison que des agences comme la NASA et la NOAA surveillent en permanence l'activité solaire. Elles peuvent déterminer quand un phénomène se dirige vers nous, estimer son intensité et décider des alertes à émettre. La plupart du temps, nous ne pensons guère au soleil, sauf lorsqu'une chaleur étouffante gâche nos projets de plage ou qu'un froid mordant nous confine à l'intérieur, rêvant d'été. Pourtant, il nous rappelle parfois qu'il demeure une force indomptée, une boule fascinante de chaos en perpétuelle activité. Il s'embrase, entre en éruption et projette d'immenses vagues de particules chargées dans l'espace. Et même à 150 millions de kilomètres, nous en ressentons les effets. Un signal soudainement perdu, un ciel d'une lueur éclatante, une brève variation de courant, autant d'indices que nous ne sommes pas aussi détachés de l'espace que nous le croyons. Ainsi, lorsque votre GPS se comporte étrangement ou que l'écran clignote sans raison, inutile d'accuser votre téléphone, ce pourrait bien être le soleil, à nouveau d'humeur changeante. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais il existe un trou dans notre univers. Est-ce qu'on fuit? Il est plus vaste que tout ce que nous avons jamais observé. L'esprit humain ne peut même pas concevoir quelque chose d'aussi immense. Le mien, en tout cas, en est bien incapable. S'agit-il d'un trou noir en expansion? Notre système solaire risque-t-il d'être aspiré par ce gigantesque vide? Est-ce que j'exagère? Tentons d'y voir plus clair. L'univers n'est pas uniformément rempli de matière. D'immenses vides représentent environ 80% de son volume. Notre propre Voie lactée se trouve même à l'intérieur de l'un d'eux, connu sous le nom de vide KBC. Mais l'une de ces cavités se distingue particulièrement. Il s'agit du vide du Bouvier, souvent surnommé le Grand Vide. C'est une immense bulle d'espace, presque totalement vide, située loin dans la constellation du même nom. Sa taille phénoménale rend cette formation quasi inimaginable. Le vide du Bouvier s'étend sur 330 millions d'années-lumière. À titre de comparaison,
notre système solaire mesure à peine plus de 3 années-lumière de largeur. Pourtant, le vide du Bouvier contient très peu de galaxies. Comparé au reste de l'univers, il est pratiquement vide, ce qui en fait l'une des plus grandes cavités connues et l'un des espaces les plus dénués de matière jamais découverts. Si notre galaxie se trouvait à l'intérieur de ce vide, nous n'aurions aperçu aucune autre galaxie pendant une grande partie de l'histoire. Jusqu'aux années 1960, nos télescopes n'étaient tout simplement pas assez puissants pour les détecter, tant elles étaient lointaines et diffuses. Ce n'est qu'à cette époque, grâce à l'amélioration des instruments, que nous avons pu enfin observer des galaxies extrêmement éloignées et peu lumineuses. Si nous avions vécu à l'intérieur de ce vide, ce serait alors seulement que nous aurions compris l'existence d'autres galaxies. Mais tentons de résoudre une question cruciale. Comment de tels vides gigantesques se forment-ils? Après le Big Bang, toute la matière de l'univers a commencé à se disperser, mais pas de manière parfaitement homogène. De minuscules différences aléatoires, appelées fluctuations quantiques, faisaient que certaines régions contenaient un peu plus de matière que d'autres. Les zones plus denses exerçaient une gravité plus forte et attiraient encore davantage de matière. Progressivement, d'autres régions se sont retrouvées presque vides. C'est ainsi que les galaxies se sont regroupées et que d'immenses trous ont vu le jour entre elles. Au fil du temps, les galaxies ont également exercé une attraction mutuelle, se reliant en structures longues et filiformes appelées filaments. Ces derniers se sont assemblés pour former une immense toile à l'échelle de l'univers. Les galaxies se sont concentrées le long de ces fils, tandis que les vides intermédiaires sont devenus des trous, à la manière des bulles dans une mousse. Les vides plus petits ont progressivement fusionné pour en créer de plus grands, permettant ainsi la formation de régions colossales comme le vide du Bouvier. Aujourd'hui, filaments et vides constituent les plus vastes structures de l'univers, les filaments étant plus chauds et énergétiques, tandis que les vides restent froids et dépourvus de matière. Le vide du Bouvier est prodigieusement vaste. Il représente environ 0,35% du diamètre de l'univers observable. Pourtant, à l'intérieur de cet espace gigantesque, on ne dénombre qu'environ 60 galaxies, principalement disposées en une forme tubulaire traversant le centre. Une région de cette taille contiendrait normalement près de 2000 galaxies. Ce vide est également entouré d'amas massifs de galaxies, telles que la Grande Ourse, Chapelet, Hercule, la Couronne boréale et le Bouvier, ce qui rend l'absence de matière en son centre encore plus frappante. Les chercheurs ont d'abord remarqué ces vastes espaces vides et ces grands ensembles de galaxies dans les années 1970, lorsque de nouvelles technologies leur ont enfin permis de visualiser l'univers en 3 dimensions. Quant au vide du Bouvier, il fut découvert en 1981 par l'astronome américain Robert Kirshner, de l'Université du Michigan, laquelle possède également une équipe de football américain respectable. À cette époque, lui et son équipe cartographièrent l'univers en 3D en mesurant la vitesse d'éloignement des galaxies, selon une méthode appelée relevé de décalage vers le rouge. Au cours de cette étude, ils remarquèrent quelque chose d'étonnant. Une immense région de l'espace où presque rien n'apparaissait. C'était, sur la carte cosmique, un vide gigantesque. Les scientifiques écartèrent rapidement certaines hypothèses. Le vide du Bouvier n'est pas un trou noir, car il contient quelques galaxies, bien moins que prévu, mais existantes. Il ne s'agit pas non plus d'une nébuleuse obscure, ce nuage dense de gaz et de poussière qui bloque la lumière. Le vide du Bouvier ne dissimule pas de galaxies, elles sont simplement très rares à la base. Le vide du Bouvier permet aux savants de mieux comprendre comment l'univers se transforme et se développe. Sa quasi-vacuité en fait un lieu idéal pour étudier l'énergie noire. Notre univers se compose de matière normale, de matière noire et d'énergie noire. La matière normale regroupe tout ce que l'on peut observer à l'œil nu ou avec des instruments, représentant environ 5% de l'univers. La matière noire en constitue environ 27%, tandis que l'énergie noire en occupe 68%. Cette dernière est la force responsable de l'expansion de l'univers. Son essence demeure mystérieuse, ce qui excite particulièrement les chercheurs à chaque occasion de l'étudier et de mieux comprendre son fonctionnement. Les vides sont également précieux pour l'étude des neutrinos, de minuscules particules capables de traverser l'espace sans être arrêtées. On les surnomme souvent « particules fantômes », tant il est difficile de les détecter. Elles traversent l'espace et nos corps sans laisser de traces. Actuellement, des milliards de neutrinos traversent votre corps et vous ne ressentez rien. Ces particules se forment dans des régions riches en énergie, comme le Soleil, les étoiles en pleine explosion ou les centrales nucléaires.
Elles sont omniprésentes, juste après les particules de lumière en abondance dans l'univers. Ce qui rend les neutrinos particulièrement étranges, c'est leur capacité à changer de type pendant leur trajet. Ils existent en 3 variantes et peuvent passer d'un type à l'autre en se déplaçant. Les chercheurs ignorent encore leur masse exacte et quelle variété est la plus lourde. Mieux les connaître pourrait éclairer le fonctionnement de l'univers. Avec le temps, les missions spatiales examineront de près ces vastes régions vides. En confrontant leurs observations aux prédictions informatiques, les scientifiques espèrent mieux comprendre les neutrinos et approfondir leur connaissance du fonctionnement de l'univers. L'une de ces missions, Euclide, recueillera des données pour étudier le vide du Bouvier, ainsi que d'autres vides cosmiques comparables. La mission Euclide consiste à explorer l'univers sombre en établissant une immense carte 3D de l'espace, observant des milliards de galaxies jusqu'à 10 milliards d'années-lumière et couvrant une vaste portion du ciel. On sait que l'énergie noire accélère l'expansion de l'univers et que la matière noire favorise la formation et la cohésion des galaxies. Cependant, leur nature exacte reste inconnue. En observant l'évolution de l'univers au cours des 10 derniers milliards d'années, Euclide aide les scientifiques à comprendre le développement de l'espace, la formation des galaxies et la véritable nature de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité. Euclide mesure environ 5 mètres de hauteur pour 4 mètres de largeur. Il comprend 2 parties principales. L'une assure le fonctionnement de l'engin, notamment l'alimentation, les ordinateurs et la navigation, tandis que l'autre abrite le télescope et 2 caméras. L'une photographie la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent, et l'autre observe la lumière infrarouge, permettant aux chercheurs de détecter des galaxies lointaines. Euclide a été lancé depuis la Floride sur une fusée Falcon 9 en juillet 2023 et a officiellement commencé ses observations scientifiques en février 2024. Il orbite désormais loin de la Terre, à près d'1 600 000 km, et se maintient dans un emplacement précis de l'espace où il accompagne la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Cela stabilise sa vue et facilite l'étude de l'univers. Sa mission est prévue pour durer environ 6 ans, mais elle pourrait se prolonger si le carburant le permet. En octobre 2024, Euclide a publié la première partie de son immense carte de l'univers. Progressivement, il balayera plus d'un tiers du ciel en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, capturant des milliards de galaxies, certaines si lointaines que leur lumière a mis jusqu'à 10 milliards d'années pour nous parvenir. Les images obtenues par la sonde sont environ 4 fois plus nettes que celles produites par les télescopes terrestres. Euclide analyse également la lumière en détail afin de déterminer la composition des galaxies et de suivre leurs mouvements. Il réalisera ses observations pour des centaines de millions de galaxies, constituant ainsi une immense bibliothèque de données cosmiques, l'une des plus vastes jamais établies par une mission spatiale. Au fait, Euclide a été nommé en hommage au célèbre mathématicien grec qui contribua à l'élaboration de la géométrie, l'étude des formes et de l'espace. Ce choix reflète l'idée que comprendre la structure de l'univers permet de mieux expliquer la répartition de la matière et de l'énergie dans l'espace. Vous voilà maintenant informé. En 2024, la Terre a été rejointe par une mini-lune qui a orbité autour de notre planète pendant 2 mois. Elle est restée un moment, a accompli quelques tours, puis, comme tout invité courtois, elle est repartie. Elle a repris son chemin autour du Soleil. Cependant, les astronomes indiquent à présent qu'un autre rocher accompagne la Terre non pas depuis quelques semaines, mais depuis 60 ans. C'est un phénomène rare et singulier, désormais qualifié de quasi-lune. Mais que signifie exactement ce terme? S'agit-il d'un satellite de secours? À la différence de notre Lune, à la fois mystérieuse et fascinante, qui éclaire nos nuits et affecte les loups-garous, une quasi-lune ne gravite pas autour de la Terre. Elle suit plutôt une orbite autour du Soleil, en quasi-parfaite synchronisation avec nous, comme un coureur qui effectue un marathon à votre rythme. L'espace n'est calme qu'en apparence. En vérité, il est plutôt chaotique. Le Soleil, la Lune, la Terre et même les autres planètes s'attirent constamment, tout comme les petits corps célestes tels que ces rochers. La plupart des astéroïdes ne peuvent maintenir cet équilibre fragile longtemps. Ils sont soit dérivés vers une nouvelle orbite, soit attirés vers la Terre, soit projetés dans l'immensité de l'espace. Voilà pourquoi il est rare d'en observer plus d'un ou 2 simultanément. La plupart ne peuvent conserver cet équilibre. Ils font partie d'une famille plus vaste appelée les coorbitaux.
En réalité, les astronomes les classent en différents types selon leur mouvement relatif à la Terre. Mais contrairement à la véritable Lune, qui nous accompagne depuis les origines, ces visiteurs ne restent pas éternellement à nos côtés. Certains nous accompagnent pendant quelques décennies, d'autres pendant plusieurs siècles, avant de s'éloigner sous l'effet de la gravité d'un autre corps céleste. Un peu comme un chien qui file chez le voisin après avoir perçu l'odeur du bacon. Une autre caractéristique des quasi-lunes est leur taille. La plupart sont minuscules, à l'échelle d'un bâtiment, voire plus petites encore. Elles sont si peu lumineuses qu'elles peuvent se cacher parmi les étoiles. Pourtant, elles demeurent importantes. En les étudiant, les astronomes apprennent comment se déplacent les petits objets proches de la Terre et combien de temps ils peuvent rester captifs de sa gravité. Les quasi-lunes se trouvent plus proches que d'autres astéroïdes sur la même trajectoire, ce qui faciliterait leur accès. Un jour, elles pourraient servir de tremplin dans l'exploration spatiale. La Terre a déjà eu quelques-uns de ses compagnons, comme 2016 HO3, surnommé le compagnon permanent de la Terre. Il ne mesure qu'environ 90 mètres, mais suit notre rythme depuis près de 100 ans et pourrait continuer encore plusieurs siècles. Mais qu'en est-il du plus récemment découvert? Les chercheurs l'ont baptisé 2025 PN7. Comme nous l'avons dit, il se trouve avec nous depuis 60 ans et devrait rester à nos côtés encore environ 68 ans. Il est passé longtemps inaperçu en raison de sa taille extrêmement réduite, à peine 19 mètres de diamètre, soit à peu près la longueur d'une piste de bowling. Cela répond à la question de savoir si vous pourriez l'apercevoir vous-même, quand bien même vous sauriez précisément où regarder. Son histoire demeure quelque peu mystérieuse. Les astronomes n'ont pas encore déterminé sa composition. Pour l'instant, la seule chose que nous connaissions avec certitude est sa trajectoire. Certains quasi-lunes ne sont que des astéroïdes proches de la Terre tombés dans une orbite idéale, tandis que d'autres semblent être des fragments de la Lune elle-même. Par exemple, Kamo-Walewa, une autre quasi-lune, reflète la lumière presque de la même façon que les roches lunaires rapportées lors des missions Apollo. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'il pourrait provenir d'un ancien impact massif. Il y a également 2024 PT5, une mini-lune temporaire, découverte à la fin de l'an dernier. Son étude révèle une surface ressemblant à du basalte lunaire, suggérant qu'elle proviendrait probablement de la Lune. Alors, comment ces quasi-lunes parviennent-elles à maintenir leur équilibre cosmique? C'est une simple illusion orbitale. Rappelez-vous, PN7, comme les autres quasi-lunes, ne tourne pas réellement autour de la Terre. Pour nous, il semble dessiner de paresseuses boucles le long de la trajectoire terrestre, comme des gribouillis dans l'espace. Pourtant, il ne prend jamais trop de retard ni ne s'éloigne trop. Les astronomes parlent de résonance 1 à 1. En clair, il effectue un tour autour du Soleil, chaque fois que la Terre en fait un. Autre question intéressante. Si ces quasi-lunes sont si proches de la Terre, pourquoi notre gravité ne les attire-t-elle pas? D'autant qu'elles sont petites et paraissent d'un proche. C'est qu'elles ne le sont pas réellement, quoiqu'elles appartiennent au groupe des objets géocroiseurs. Notre Lune se trouve à environ 384 000 km, tandis que ses compagnons circulent autour du Soleil à des millions de kilomètres, bien au-delà de l'influence gravitationnelle terrestre. Cette attraction se manifeste dans une zone appelée la sphère de Hill, où la gravité de la Terre domine celle du Soleil. Imaginez-la comme une bulle d'un rayon d'environ 1 600 000 km. Tout objet à l'intérieur peut être capturé comme notre Lune. Dès que l'objet sort de cette bulle, le Soleil reprend ses droits. C'est exactement ce qui est arrivé à PT5, qui a été notre satellite légitime pendant 2 mois en 2024. En entrant dans la sphère de Hill, il a été temporairement capturé par la gravité terrestre et est ainsi devenu une mini-lune. Mais, étant de petite taille et se déplaçant rapidement, il a finalement glissé hors de cette bulle, et la gravité solaire l'a de nouveau emporté. Un autre type de coorbiteur, en dehors des quasi-lunes et des mini-lunes, est celui que l'on appelle les orbiteurs en fer à cheval. Ces roches spatiales ne s'éloignent pas beaucoup, mais depuis la Terre, elles semblent nous dépasser, ralentir, puis glisser derrière nous, avant de répéter le mouvement. C'est un peu comme une voiture de police banalisée vous suivant dans la circulation, changeant constamment de voie et revenant en arrière pour que vous ne la remarquiez pas. Suivez leur trajectoire depuis la Terre, et elles dessinent au fil du temps une grande forme de fer à cheval, d'où leur nom. Et ce ne sont là que les principaux co-orbiteurs. Il en existe en réalité beaucoup d'autres.
bien devant nous et bien derrière nous dans l'espace, certaines roches particulières, appelées astéroïdes troyens, occupent deux positions spécifiques, une à 60 degrés devant la Terre, l'autre à 60 degrés derrière. Imaginez faire du vélo avec un ami bien en avance et un autre bien en retard, tous deux maintenant la même vitesse que vous. C'est exactement le comportement des Troyens. Ces zones, appelées pointes de Lagrange, sont des régions stables où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se compensent parfaitement. Lorsqu'un objet s'y trouve, il peut y rester des millions d'années sans dériver. Jupiter possède des milliers de ses compagnons, tandis que la Terre n'en a que quelques-uns. Il existe ensuite les objets à orbite en forme de tétard, qui ne restent pas parfaitement immobiles dans un point de Lagrange, mais oscillent autour dans de larges boucles semblables à des haricots. Et si cela ne suffit pas à vous déconcerter, il existe aussi les Troyens sauteurs, les indécis. Ces corps célestes ne peuvent pas y choisir un camp. Ils restent quelques milliers d'années dans le hamac avant, puis dérivent lentement vers celui derrière nous, et inversement. Rare, étrange et fascinant. Ainsi, même si la Terre n'a qu'une seule grande lune dans le ciel, elle possède en réalité un groupe de compagnons spatiaux discrets. Certains décrivent des boucles, d'autres suivent, d'autres se cachent dans les recoins. Revenons maintenant au super pouvoir de notre Lune. Elle influence les marées, ralentit la rotation de la Terre et contribue à stabiliser l'inclinaison de notre planète. Sans elle, nos jours seraient plus courts, nos nuits plus sombres et les saisons bien plus chaotiques. La Lune joue aussi le rôle d'un immense bouclier, absorbant ou déviant certaines roches spatiales qui pourraient autrement heurter la Terre. Sans oublier son influence culturelle. Elle a inspiré mythes, calendriers, chansons d'amour et des millions de promenades mélancoliques sous la nuit étoilée. Les quasi-lunes ne peuvent y rivaliser. Mais elles restent importantes, à leur manière. Chaque quasi-lune nouvellement découverte nous aide à comprendre comment ces petits corps survivent dans tout ce chaos cosmique. En étudiant leur environnement, nous apprenons également sur nous-mêmes. Ils affinent notre capacité de détection et permettent d'améliorer nos modèles. Ainsi, bien qu'ils n'illuminent jamais le ciel nocturne, ils jouent néanmoins un rôle discret mais précieux dans la compréhension de notre singulier voisinage cosmique.